Pense à un café, là, tout de suite. Quelle enseigne te vient immédiatement à l'esprit? Pour beaucoup, c'est Starbucks. Une marque qui évoque l'arôme enivrant du café fraîchement moulu à l'ambiance chaleureuse des cafés modernes. Mais que se passe-t-il lorsque l'on regarde au-delà de la tasse fumante et que l'on plonge dans les méandres de la bourse? Eh bien là, l'image semble moins chatoyante. Au cours de la dernière année, l'action a chuté de 20%, une descente vertigineuse qui n'est pas sans soulever des questions. Et si l'on élargit notre perspective sur 5 années, le tableau ne s'éclaircit guère. Une modeste augmentation de seulement 10%, tandis que l'indice S&P 500 affichait un bond de 75%. Alors que penser de Starbucks et faut-il s'inquiéter? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Bon, comme tu l'auras compris, on va dans cette vidéo analyser l'entreprise Starbucks. Donc dans un premier temps, on va vraiment regarder ensemble les fondamentaux de cette entreprise pour savoir déjà si oui ou non c'est une entreprise de bonne qualité et si toi en fait en tant qu'investisseur tu vas pouvoir l'ajouter à ton portefeuille. Ensuite, on va rapidement jeter un coup d'œil sur ce que pensent les analystes, donc quelles seront les tendances futures pour cette entreprise. Et en fin de vidéo, je te dévoilerai un prix d'achat qui te permettrait de réaliser au minimum 9% de rendement, donc en gros de suivre l'évolution d'un indice tel que le S&P 500. Donc c'est parti. Alors, Starbucks qui s'échange actuellement à moins de 85 $ par action. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va vouloir, c'est déjà regarder l'endettement de l'entreprise. Et on veut s'assurer que cet endettement soit maîtrisé. Donc on va regarder à la fois l'endettement long terme, mais aussi la dette nette. Donc pour voir si la dette long terme ou la dette nette soit maîtrisée, on veut qu'elle soit remboursable en moins de 5 années de free cash flow. Donc on va prendre déjà ici notre free cash flow moyen là, au cours des 5 dernières années, qui est de 2,79 $. Et ces 2,79 $, on va les multiplier nous par 5. Ça va nous donner, allez, on arrondit à 14 milliards. On va donc vouloir que la dette long terme de l'entreprise et la dette nette soient inférieures à 14 milliards. Donc pour la dette long terme, on va aller ici dans son bilan comptable, on va descendre directement à sa dette long terme qui est là, Total Long Term Liabilities, et on est à 24. Donc comme on peut le voir ici, 28 milliards. Donc 14 milliards comparé à 28, on est au double. C'est-à-dire que l'entreprise mettrait 10 ans pour rembourser sa dette long terme. Donc ce qui est trop important pour nous. Nous, on recherche vraiment 5 années au grand maximum. Après, attention, le truc qui est bien important de comprendre, c'est que dans la dette long terme, ce qui est inclus aussi, c'est tous les baux de location. Et comme vous pouvez le voir ici, eh bien, les baux de location, là, c'est les Capital Lease Obligations, ils représentent quasiment 22 milliards sur les 28. Ce qui veut dire qu'actuellement, en fait, l'entreprise à la majorité de sa dette long terme qui est dans des baux de location. Donc au final, c'est une dette sans vraiment en être une, parce qu'à tout moment, l'entreprise peut décider d'arrêter son baux de location et dans ce cas-là, la dette diminuera. Donc, cette métrique n'est pas cochée, mais là, rien d'inquiétant. L'entreprise, on ne peut pas dire qu'elle soit endettée à ce niveau. Maintenant, pour ce qui est de la dette nette, pour la calculer, il va falloir prendre la valeur d'entreprise qui est juste ici, donc les 131 milliards, et la capitalisation boursière. En gros, pour t'expliquer rapidement les deux métriques, la capitalisation boursière, c'est si une personne décide de racheter l'intégralité des actions en circulation, donc il aurait à débourser ici 96 milliards, et la valeur d'entreprise, c'est si quelqu'un arrivait et voulait racheter l'intégralité des actions et se séparer de toute la dette, donc rembourser toute la dette. Dans ce cas-là, il aurait à payer 131 milliards. Donc, on va faire nous la différence. Donc, les 131 moins les 96, on va être aux 35 milliards. Ces 35 milliards, on est bien au-delà des 14 milliards qu'on recherchait, rappelez-vous, pour notre endettement. Donc là, encore une fois, la dette nette n'est pas maîtrisée. Mais il n'y a rien d'inquiétant non plus là-dessus. Comme je vous dis, la plupart de la dette est due au baux de location. Ok. Donc maintenant, on va regarder ces indicateurs de rentabilité. On veut que les personnes qui sont à la tête de Starbucks utilisent à bon escient l'argent de l'entreprise. Donc pour ça, on va regarder 3 indicateurs qui sont le ROA, donc la rentabilité des actifs, le ROE, la rentabilité des capitaux propres,
et le ROIC, la rentabilité des capitaux investis, donc qui prend en compte à la fois les capitaux propres et aussi l'argent qui est issu de la dette. Et ce qu'on va vouloir, c'est vraiment que ces trois métriques soient supérieures à 12%. Donc comme on peut le voir ici, c'est le cas pour le ROA et le ROIC, par contre pas pour le ROE. Alors moi personnellement en tant qu'investisseur, la métrique que je regarde le plus, c'est vraiment le ROIC. Et comme on peut le voir ici, avec un ROIC donc au cours des 5 dernières années de 52% et cette année de 73%, c'est tout simplement exceptionnel. Il y a très peu d'entreprises qui arrivent à faire ça. Et avec un ROIC aussi important, ça veut tout simplement dire que l'entreprise possède ce que Warren Buffett aime, c'est-à-dire un moat, un avantage concurrentiel. Pour t'expliquer rapidement cette métrique, par exemple cette année, quand on voit 73%, ça veut tout simplement dire que si l'entreprise injecte 1 euro, elle récupère 1,73 euro, donc 73% de bénéfices. Donc c'est incroyable. L'entreprise verse un dividende à ses actionnaires ici de 2,47 milliards et ce qui représente un rendement de 2,55%. Et donc ce qu'on va vouloir, c'est s'assurer que le dividende est pérenne dans le temps. Donc on va le comparer toujours à son free cash flow moyen au cours des 5 dernières années. Si on fait du coup 2,47 divisé par les 2,79 fois 100, ça va nous donner 88,5%. Ça veut dire que l'entreprise utilise 88,5% de ses bénéfices pour les distribuer à ses actionnaires. Bon, autant vous dire que c'est relativement important. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment une entreprise qui a un payout ratio de maximum 50% parce que je veux que, avec son free cash flow, elle réalise autre chose que de distribuer un dividende. Je veux qu'à la fois elle rembourse sa dette, qu'elle réinvestisse en elle-même, qu'elle rachète ses actions ou qu'elle réalise des acquisitions. Donc là, oui, on ne peut pas dire comme ça que le dividende de Starbucks est pérenne. Surtout que l'entreprise, je pense qu'elle a encore pas mal de moyens de s'accroître internationalement. Donc je ne comprends pas pourquoi elle verse un dividende aussi important. Après, si on regarde le free cash flow au cours de cette année, qui est ici de 4,39 milliards, donc si on fait nos 2,47 milliards divisé par les 4,39 milliards fois 100, on a ici du coup un payout ratio de 56%. Donc toujours au-dessus de ma valeur cible. Donc je suis pas forcément fan moi de ce dividende, mais bon voilà, c'est comme ça, l'entreprise a décidé d'en verser un qui vous procurera un rendement si vous achetez à son prix actuel de 2,55%. Donc attention parce que ce dividende pourrait ne pas être augmenté dans les années futures ou pourrait même être coupé. Maintenant, il y a une marge ici brute aux alentours des 28% et une marge nette aux alentours des 11-12%. Ok. Donc maintenant, on va aller regarder tous les indicateurs de croissance de cette entreprise. Ce qu'on veut, c'est que l'entreprise vende de plus en plus de produits ou de services et qu'elle se fasse du coup des marges de plus en plus importantes. Donc on va regarder à la fois le chiffre d'affaires, le résultat net et le free cash flow. Donc au cours des 5 dernières années, son chiffre d'affaires était en 2019 de 26 milliards pour passer cette année à quasiment 36 milliards. Donc là, une belle augmentation, c'est ce qu'on aime, quasiment 10 milliards d'augmentation. Ok. Maintenant, au niveau de son résultat net, il est passé lui de 3 milliards 60 cette année à 4 milliards 12. Toujours en augmentation, ça c'est bien. Et enfin, pour le free cash flow, lui, il était en 2019 de 3,24 milliards et cette année 3,68 milliards. Ok, donc ça c'est bien. L'entreprise croît toujours, donc elle est toujours en phase d'expansion. C'est bien. Maintenant, la dernière métrique que nous allons regarder, ça va être le nombre d'actions en circulation, qui est probablement une des métriques qui est la plus importante et pourtant qui est peu regardée par les investisseurs. Tout simplement, le nombre d'actions en circulation va vous indiquer si oui ou non, vous, en tant qu'investisseur, vous êtes dilué. Donc ce qu'on va vouloir, c'est que cette métrique soit stable dans le temps ou autrement, ce qui est encore mieux, c'est qu'elle soit en diminution. Donc en 2019, il y avait 1,23 milliard d'actions, cette année 1,15 milliard. Donc là, ok, c'est cool. Les dirigeants de l'entreprise rachètent un petit peu les actions chaque année et donc du coup, ça vous permet de ne pas être dilué et d'avoir une part des bénéfices de plus en plus importante. Maintenant, on va regarder rapidement ce que pensent les analystes.
Donc eux, ils s'attendent déjà à une croissance du bénéfice par action qui va quasiment doubler là, ici en 4 années, passant de 4,20$ à allez, 8$. Ok, ça c'est bien. Et maintenant, au niveau du chiffre d'affaires, ils s'attendent aussi à une croissance, passant de 40 milliards à 60 milliards quasiment, ce qui correspond à une croissance annualisée ici aux alentours des 10%. Ça va être aux alentours des 10% environ. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va essayer de trouver un prix d'achat idéal pour cette entreprise. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire, tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons et en plus, ça permet de nous soutenir. Donc, maintenant, pour le prix d'achat, donc au niveau des estimations qu'on va réaliser, donc, comme on a pu le voir, les analystes estimaient environ 10% de croissance du chiffre d'affaires. Moi, je vais partir ici sur du 7, 9 et 11. Ensuite, sur les marges nettes. Comme on peut le voir ici, les marges étaient au cours des 10 dernières années aux alentours des 12%. Pareil cette année, au cours des 5 dernières années, on était un peu plus faiblard, mais bon, rappelez-vous, il y a eu le Covid, donc beaucoup de magasins ont dû fermer. Donc moi, je vais partir ici sur du 11, 12, 13. Sur les marges sur le free cash flow, elles sont un peu plus conséquentes. On va partir pour ma part sur du 12, 13 et 14. Maintenant, le PER et le PCF. Ça, un indice comme le S&P 500, c'est un PER moyen de 15 à 16. Donc nous, on va pouvoir ajuster cette métrique en fonction de deux facteurs. Le premier, c'est est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires. Bon là, une croissance aux alentours des 10%, c'est pas dégueulasse. Donc on va dire que cette métrique est cochée. Ensuite, est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis? Là, oui. Honnêtement, quand on voit ce ROIC là, qui était de 42%, sa moyenne sur 10 ans, et cette année qui est montée à 74% quasiment, donc là oui, l'entreprise possède ce moat. Donc elle mérite ce qu'on appelle un premium. Pour ma part, je lui attribue minimum ici du 20, 22, 24. 20, 22, 24. Non, on va mettre plutôt 19. 19, 21, 23. 19, 21, 23. Et maintenant, pour le rendement que l'on souhaite, je vais vous mettre juste pour l'instant 9%, comme pourrait le faire un indice de référence. On analyse tout ça et ça nous donne ces résultats. Donc, comme on peut le voir, si vous pensez que les estimations là se réaliseront, donc n'importe lesquelles, même les estimations les plus basses, et vous souhaitez réaliser un rendement de 9%, alors dans ce cas-là, vous pourriez acheter Starbucks dès aujourd'hui. Cependant, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre une marge de sécurité parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir. On n'est pas certain que les estimations que j'ai mises par exemple ici se réaliseront. Donc moi, je me fixe toujours ici des marges de sécurité. Donc je demande du 12, 13,5 et du 15. Dans ce cas-là, ça nous donne quoi? Ça nous donne ces résultats. Donc comme on peut le voir, l'entreprise semble plutôt pas trop mal évaluée quand même. Parce que même avec mes marges de sécurité, si on se fie ici au free cash flow, pour les estimations moyennes et hautes, qui sont juste ici, je pourrais actuellement acheter l'entreprise. En revanche, si je pense que les estimations basses se réaliseront, dans ce cas-là, il faudrait que j'attende qu'elles baissent de 10$. Maintenant, qu'est-ce que vous indiquent les chiffres qui sont ici? Ils vous indiquent tout simplement que si vous achetiez l'entreprise à son prix actuel et que par exemple les rendements bas ici se réaliseraient, alors vous réaliseriez quand même un rendement de 10%. Donc là, oui, je pense que actuellement l'entreprise Starbucks est une entreprise sous-évaluée, ou du moins correctement évaluée. De plus, c'est une entreprise qui est relativement de bonne qualité, qui possède vraiment cet avantage concurrentiel. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'il verse un dividende et surtout qu'il soit aussi important. Pour ma part, je suis un peu indécis. C'est vraiment, si l'entreprise ne versait pas de dividende, actuellement je l'aurais déjà acheté, honnêtement. Maintenant, le fait qu'elle verse un dividende relativement important, ça m'embête qu'elle utilise autant son free cash flow pour verser un dividende. Moi, ce que je veux, je suis relativement jeune et j'ai une vision très long terme. Et donc du coup, le fait de verser un dividende, ce n'est pas la meilleure façon de me rémunérer. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que l'entreprise rachète ses actions ou réinvestisse en elle-même. Donc pour l'instant, je ne vais pas rentrer en position sur l'entreprise Starbucks. J'attendrai qu'elle
baisse encore un peu plus pour vraiment me dire ok, bon bah là il y a tellement en fait de rendement ici à réaliser que je rentre en position sur cette entreprise. Toi, n'hésite pas à nous dire dans les commentaires si tu es déjà investisseur ou non de cette entreprise, et si après en fait cette analyse tu te dis bon là ça pourrait être pas mal, l'action a assez chuté pour pouvoir rentrer en position. C'était Maxime, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine. Ciao!